Bien le bonjour tout le monde et bienvenue à la prescription avec Dr. Fred Éric Lambert, c'est moi. J'espère que vous avez un bon début d'année. Pour ma part, c'est assez chargé, ça part en grand avec beaucoup de concerts pour les prochains temps. Et je vais y aller dans une bonne plug personnelle. Tout d'abord, avec l'Orchestre symphonique de Laval, il y a le Festival classique hivernal du 26 au 28 janvier, c'est cette semaine, à la salle André Mathieu. Donc, c'est un festival au répertoire très varié, convenant à toutes les générations, et où se côtoie de la musique de film avec La Guerre des Étoiles, Le Seigneur des Anneaux, mais aussi les grands classiques de Strauss, Wagner, le conte musical Pierre et le Loup, ainsi que le chant et la danse avec Pulcinella de Stravinsky. Et vous pouvez vous acheter un passeport qui vous permet de voir tous ces concerts, mais aussi, simplement, vous pouvez acheter juste un concert à la fois. Tout d'abord, il y a un concert Bébé Musique, qui s'intitule Légende nordique et interstellaire. Ça, c'est le 26 janvier à 10h le matin. Et oui, on fait des concerts dans lesquels on encourage les gens à venir avec leurs enfants, leurs petits bébés. Et vous pourrez entendre de la musique. Et c'est approprié, vraiment idéal pour les 0 à 5 ans. Ensuite, on a Légende nordique et interstellaire, mais version concert le soir à 19h30 le 26 janvier. Et là, cette fois-ci, on y va avec du gros répertoire. Vous pourrez entendre des extraits de Wagner avec la Valkyrie, le Crépuscule des dieux. Vous pourrez l'entendre de Le Seigneur des Anneaux, la suite. Ainsi parlait Zarathustra de Strauss, le beau Danube bleu de Strauss aussi. Et finalement, une suite de Star Wars de John Williams. Ça aussi, ça promet. Par après, il y aura aussi Histoire dessinée, un programme qui est plutôt centré sur Prokofiev le dimanche 28 janvier à 15h. Et pour ça, vous allez entendre la symphonie classique de Prokofiev, vous allez entendre Les oiseaux de Respighi et finalement Pierre et le Loup de Prokofiev. Ça, c'est pour l'Orchestre de Laval cette semaine. À travers ça, en plus, je vais jouer à la salle Bourgie avec le Quatuor Molinari, mon cher Quatuor que j'aime tant, et un spectacle qui est consacré, qui va alentour du refus global. On présente donc 4 œuvres de compositeurs et compositrices québécois qui témoignent de l'effervescente expérimentation artistique au Québec depuis l'apparition en 1948 du manifeste radical du refus global. Et vous pourrez entendre des œuvres de Otto Joachim, Rachel Lorrain, Jean Lesage et Jean Papineau-Couture. Alors, voyez, je suis assez occupé, mais je trouve le tour quand même d'avoir ma conversation hebdomadaire avec des gens qui sont très intéressants. Cette fois-ci, c'est une scénographe. Juste avant Noël, j'avais fait une série de spectacles avec Pierre Lapointe, et il y avait Geneviève Lizotte qui avait habillé, si on peut dire ici, la scène. Et je me suis dit que ça serait intéressant de lui parler puisque c'est un métier que je connais, mais je ne comprends pas nécessairement. Je ne comprends pas toute la façon de travailler, tout ça. Et ça me tente. J'avais plusieurs questions concernant ce travail obscur un peu, on pourrait dire. Alors, sans plus tarder, voici Geneviève Lizotte. Diplômée du cégep de Saint-Hyacinthe, Geneviève Lizotte œuvre à titre de scénographe, conceptrice de costumes, directrice artistique et styliste depuis plus de 15 ans. Au théâtre, elle conceptualise une centaine de productions et collabore avec plusieurs metteurs en scène de renom. Sa pratique, qui se développe aussi au cinéma, au cirque et sur la scène musicale, l'amène à faire valoir dans son travail la richesse du métissage entre ces milieux. Dans le processus créatif, elle attache beaucoup d'importance à la synergie entre les équipes et cherche à articuler l'espace en créant des jeux de tension entre le plein et le vide. Elle a été récipiendaire de la bourse du Calque, Studio Résidence à New York en 2015. Voici ma conversation avec la scénographe Geneviève Lizotte. Voilà. Juste pour l'identification pour mon cher monteur qui va prendre ça en main après.
Fait qu'il y a un montage. Non, il n'y en a pas. Il y a... Non. Non. En fait, à vrai dire, c'est quand dans la conversation qu'on s'apprête à avoir, c'est un trait, mais il y a du montage dans le sens qu'on rajoute de la musique au début, des transitions musicales dans tout ça. Donc oui, il y a une forme de montage, mais une vraie conversation dans mon cœur et dans ma tête, ça se monte pas. Puis tout ce que j'écoute comme podcast, il y a pas de montage. En tout cas, du moins, c'est ce que eux prétendent faire et c'est ce que aussi j'adore écouter. Donc, non, le montage, c'est pour le cinéma, c'est pour la musique, mais pas pour les conversations. Je comprends. Je sais pas. T'en écoutes beaucoup des podcasts? Quand même. Ah ouais? Ouais. Ben, pas tant que ça. Mais quand tu travailles? Quand je travaille, quand je cours, surtout. Ah, c'est vrai, t'es une cours. Ah, tu cours? Oui. C'est vrai, c'est quoi que tu fais? Je fais un petit jogging, là. OK. Non, une course. Une course, en assez fait. quotidiennement ou... J'essaye. OK. J'essayais. Disons, avant la pandémie, je courais comme 5 ou 6 jours semaine. OK, tu courais avant en plus. Wow. Ouais. Non, ça fait 12 ans que je cours. Oh shit. OK. Ouais. T'as l'expertise. Tu vas avoir des bons souliers. Tu vas avoir toute l'affaire, là. Pas tant. Je cours avec des vieux trucs, là, des vieux t-shirts coupés. OK, t'es pas si équipé que ça, Je là. suis vraiment pas la fille tout équipée avec la petite ceinture. Le truc. Non. T'as-tu fait un marathon? J'en ai fait par moi-même, mais pas dans des courses. Moi aussi, même chose. Moi, j'ai fait un marathon autonome il y a 2 ans et c'était cool, mais en même temps, c'était assez intense et brûlant. Là. Tu sais, c'est comme après, la semaine qui a suivi, j'étais comme, mon Dieu, c'est quand même se faire subir un truc assez violent au corps. Tu sais. Vraiment. Le demi, c'est pas pire. Demi, ça va. Non, un demi même, il n'y a pas de problème, mais tu sais, tout le monde m'avait un peu parlé du fameux mur du 30 km. Quand tu arrives au 30e kilomètre, ça passe ou ça casse, que tu le veuilles ou pas. Ouais. Le corps ça se peut qu'il abandonne les jambes lâches. Moi, j'avais peur du fameux mur, tu sais. Finalement, ça a passé. Puis, tu sais, je m'étais amené justement toutes les bébelles de gomme d'énergie, de barres, de tout ce que tu peux imaginer, là, de peur. Oui. Mais c'était le fun. C'était comme un cool moment avec moi-même. J'écoutais beaucoup de musique pendant ce temps-là, puis des espèces de podcasts motivateurs pour me passer à travers. J'aimais ça, mais j'ose pas le faire dans une compétition, ou même comme juste le marathon de Montréal. On dirait que je suis pas game d'aller là. Je suis pas. Ouais. Ça me fait peur un peu. C'est comme beaucoup de courir avec plein de gens aussi, là. C'est comme un peu bizarre. Moi, je pense que je suis assez compétitive, puis je me dis, si je m'embarquais là-dedans, ça serait trop intense. OK. Mais tu calcules tes temps quand tu cours? Oui. Ah, je dirais que moi, je fais pas ça. Mais je veux pas, justement, trop le faire. Puis je fais toujours le même chemin, en plus. Moi aussi. Moi, je fais le même chemin. J'ai jamais dérogé. Mais, puis la variante de temps est pas mal toujours pareil. Je regarde l'heure avant de partir, je rentre, puis là, je fais, OK, ça ressemble pas mal. Mais j'ai pas envie de me dépasser là-dedans. OK, non, moi, il y a une app là, qui me parle puis qui me dit combien je fais par kilomètre. C'est quoi, t'es-tu sur Strava, une affaire de même? Non, c'est... je pense que c'est tout simplement Nike. Ah ouais, Nike, ouais. Genre vraiment simple. Mais tu mets pas publiquement tous tes chiffres, là, le monde vraiment pas. Parce que Strava, c'est ça qui arrive. Moi, mes étudiantes, parce que j'ai des étudiantes, parce que j'ai rien que des étudiantes, j'ai pas d'étudiants. Juste des filles à l'UQAM, moi, tu sais, c'est juste des filles. C'est bien. C'est juste des filles. Ben, c'est un peu la vie, puis c'est un peu le même souvent en corde. Souvent, il y a plus de filles que de gars. Puis mes étudiantes, il y en a qui courent, puis ils sont tous là-dessus sur Strava, puis ils sont comme, hey, inscris-toi, on pourrait voir tes tâches. Hey, no way que je vais partager ça à personne même. Mais puis ça, c'est comme... ouais, ça dépend. Tout le monde court à sa façon, là, aussi, là, tu sais, mais le marathon, quand même, des fois, j'y pense. Des fois, je me dis que, tu sais, j'ai une couple d'amis qui l'ont fait, puis qui étaient comme moi, qui étaient coureurs autonomes, puis on dit, écoute, quand ça part, quand il y a toute la groove, la gang, il y a quelque chose de buzzant un peu. Puis aussi de courir dans la ville, tu sais, qui est comme un parcours que je connais pas nécessairement, là. Peu importe. Mais tu cours avec du podcast et de la musique. Et de la musique, oui. Et de la musique. Qu'est-ce qu'il y en a quand tu travailles à la maison, dans ta fameuse maison? Peux-tu en parler de ta maison? Ah, ma maison. Oui, parce ma que maison, oui. Je trouve ça intéressant parce que quand on s'est parlé un peu, je disais, c'est où tu travailles? Tu dis, je travaille chez moi. Mm-hmm. J'ai acheté une jolie maison et je l'ai arrangée. Tu dis, il n'y a pas... Comment tu me dis ça? Tu me dis, il n'y a pas une maison comme la mienne ailleurs. Tu sais, ma maison est complètement unique. Puis là, tu me le décrivais, puis je l'ai pas vue, cette maison, mais je la trouve intrigante, je dois avouer. Puis quand tu travailles tes projets, est-ce que ça demande une concentration? Ben oui, c'est sûr, ça demande une concentration, mais est-ce que t'es obligé de faire complètement abstraction
du son ou tu peux justement habiter ça un peu? Ça dépend des projets. OK. Il y a des projets qui sont même associés à certains albums. Ah oui, c'est vrai. Que j'ai comme écouté un peu en boucle ou quelque chose comme ça. Je pense qu'il y a plein de monde pour qui c'est une solution là, de se mettre dans un mode de travail. Tu sais, surtout avant, étudiante, là, les nuits blanches, avec un album qui joue à répétition. Maintenant, on dirait que je fais moins ça. Des nuits blanches de travail de... Ouais. Ah oui, des nuits blanches totales. 3 en ligne, s'il faut. J'étais très motivée. Ah ouais? Ouais, over-motivée. OK. Un peu gossante, je pense. Puis là, triper sur l'espèce de calme de nuit, c'est vrai que c'est quand même le fun. Il y a un romantisme à ça. Ouais. Tu sais, en théâtre, je pense que les gens, il y a comme un romantisme là, inhérent à faire du théâtre. Puis... Tu le fais-tu encore, travailler tard? Non. Non. T'as trouvé un équilibre. En fait, maintenant, j'ai comme un peu changé de point de vue là-dessus. Je trouve que quand ça m'arrive, c'est que je me sens vraiment mal organisée. Tu sais, je me sens pas professionnelle. Il y a quelque chose là-dedans qui me déplaît maintenant tout à coup. Okay. Alors qu'à l'époque, mais aussi, je passais beaucoup plus de temps sur chaque projet parce que j'apprenais. Je me faisais comme une technique de création, on va dire. Oui. Fait que tout était quand même plus long. Wow. Maintenant, j'essaie d'avoir une vie aussi. Oui, puis mine de rien, les gens dorment. Pour la plupart, dorment la nuit. Oui. Donc, tu as envie d'attraper leur beat pour les rencontrer. Oui, exact. Oui. Comment on devient toi? Très bonne question. Je sais pas. Moi, ça m'est arrivé. J'ai comme pas choisi. Je suis pas quelqu'un qui est très bonne à faire des choix. Ah, j'aime ça, tu as eu l'appel. J'ai eu vraiment l'appel. La vocation. C'est un peu ça dans nos métiers. Tu sais, ça, on parle de... En tout cas, du moins, en musique classique, souvent, tout le monde dit la même chose. Ah, c'est une vocation. Quand t'embarques là-dedans, c'est venu vers toi. Puis, il y a eu une petite voix des anges, puis là, tu t'embarques là-dessus, puis c'est de longtemps, mais dans ton cas, comme tu dis, c'est venu à toi, mais comment c'est arrivé? Comment ça s'est présenté? C'est même pas, il y a pas un ange qui est arrivé, là. C'est vraiment plus terre à terre. C'est la conseillère en orientation. Oh shit, OK. Donc, à l'école, moi, je suis au couvent. Ces conseillères sont utiles. Time out. Couvent? J'étais au couvent. Où? J'étais au couvent Notre-Dame de toute grâce à Lévis. À Lévis? Donc, j'étais au couvent, dans un environnement vraiment assez straight. Moi, j'avais juste envie de sortir de là, puis je voulais aller en Nord. Puis ça, c'est le couvent, c'était juste pour les années du secondaire. Oui, évidemment. Secondaire. Puis ça, c'est le pensionnat, genre, tu dormais là la semaine? Non, on dormait pas là. Je pense que s'il y avait eu possibilité, mes parents auraient choisi que je dorme là, mais... T'étais du trouble à ce point? J'étais quand même un peu turbulente. Pour vrai? Oui, je sais que j'en ai pas l'air. Tu caches très bien. Okay. Mais je me suis bien amusée. J'ai adoré mon secondaire, même si on avait l'uniforme. C'est un couvent de filles, là. Couvent de filles, puis couvent dans le sens que c'était les sœurs. Oui, c'était les sœurs. Okay. J'ai appris le latin, là. Ouais. Oh, God. OK. C'est un peu les dernières années. C'est-tu perdu ou tu l'as encore un peu? Tu sais, je connais encore le Rosa, Rosé. OK. Mais c'est tout, là. J'avoue que... OK. Bon. T'as aimé ça? J'ai vu ça derrière moi. J'ai aimé ça. T'as aimé ça, ce cadre-là, ma sœur? J'ai aimé ça en sortir. Ouais. J'ai aimé ça être un peu rebelle là-dedans. Oui. Mais tu sais que c'est quand même quelque chose, une expérience assez extraordinaire que t'as le droit, là. Complètement. Moi, tu vois, quand il est venu le temps de trouver la garderie, le CPE de mes enfants, il y avait à côté de chez nous un CPE mené par des sœurs, tu sais. Des sœurs polonaises qui sont habillées sur le plateau Mont-Royal. Quand on se promène sur le plateau, des fois, on les voit, elles se promènent, elles sont habillées bleu, gris, tout ça. Puis on est allé visiter, puis écoute, c'est le CPE le plus propre que j'ai jamais vu de ma vie. Mais oui. Il y avait, et ça, j'en revenais pas, il y avait des petites brosses à dents, là, toutes bien rangées. Puis en même temps, mais c'était vraiment, tu sais, les enfants apprenaient à vous voyer très tôt. Oui. Ma sœur, il y avait le petit truc qui dérangeait un peu à ma blonde, tu sais, il y avait la petite prière. Ouais, la prière, ça, c'est... Ouais. Il y avait la prière. Je la faisais aussi, ouais. Moi, je voulais tellement que mes enfants aient là. Puis finalement, on était sur les attentes, finalement, on a eu une place ailleurs, puis là, ça n'a pas marché. Mais j'aurais aimé leur donner juste l'expérience, juste ce truc-là si rare en voie de disparition. Complètement, oui. Puis des images qui restent, des images fortes qui restent. Mais donc, ta conseillère en orientation, c'était une sœur? Non. Même, OK. Mais non, il y avait quand même des intervenants extérieurs. Oui, il n'y avait pas le choix. Je pense que les sœurs étaient vraiment j'allais dire en déclin. En tout cas, il y en avait de moins en moins. Ouais, c'est clair. Fait que, puis elles étaient quand même âgées, là. Je me souviens des 2 bibliothécaires, là. Elles étaient quand même, tu sais, dans les 80, là. Fait oui. Ouais, fait qu'il y avait quand même, tu sais, bon, prof d'anglais, toutes les matières un peu plus modernes, là, c'était quand même... OK.
Puis bon, la conseillère en orientation, moi, tu sais, il y a un fameux test là, qu'on passe. Puis moi, ça m'avait donné un pourcentage complètement en art. Tu sais. Puis moi, j'ai dit, je veux faire soit de la mode, soit de l'architecture, de la peinture, de la musique. Je t'aurais vu en mode. J'aurais vraiment aimé être en mode, j'aurais aimé être musicienne, mais j'avais pas le talent, mais j'aurais adoré ça. En tout cas, je voulais être comme tout. Puis là, elle m'a dit, mais le théâtre, tu l'as pas nommé, mais ça combine tout ça. OK. C'est puis là, j'ai fait, c'est quand même intéressant. Tu sais, elle m'a dit, mais en voix production, parce que je voulais pas être comédienne, ça, je savais. C'est vraiment pas ma nature. C'est vraiment pas ma nature, non. OK. Non. Ça, c'est un des arts clairs que tu ne voulais pas. Ce que tu as dit, j'aurais aimé ça, musique, mais bon, j'avais pas comme tu dis que tu n'avais pas le talent. Ça serait à déterminer. Est-ce que tu as donné une chance à la musique? Ouais, j'ai eu un petit band. C'est un band? Oui, au couvent. Un band de couvent? Ben oui, c'est assez mauvais. Tu faisais quoi dans le band? Je fais de la guitare. Tu joues de la guitare? Moi, mais pas très bien, là. C'était pas super. Tu faisais des back boys? On faisait des covers de Nirvana. On a d'ailleurs joué Rape Me dans la chapelle de l'école. Mon Dieu! Sans trop savoir ce qu'on racontait. OK. Ouais, en gros, les stars étaient quand même un petit peu scandalisés. Non, c'est ça. OK, t'es du trouble, là. Ben, c'est ça, là. Pas tant que ça. C'était quand même gentil. Rape Me au couvent? Oui. Bon, écoute. J'adore. Ouais, c'est pour ça que je dis, je me suis vraiment amusée, c'était très le fun. Wow! Et là, OK, donc, t'as essayé un peu, c'est ça, t'as touché à la musique, ça, mais comédienne, l'idée de prendre du texte puis d'incarner des personnages, ça, c'était clair que non. Non, l'idée d'aller sur scène, vraiment en premier plan, là, ça, c'est sûr que c'était pas pour moi. Wow! Ouais. Mais pourtant, le goût des arts, oui. Ouais, vraiment. Il y avait quelque chose là-dessus qui se... Ouais. Puis là, quand on t'a dit, il existe la production. Ben oui, ça, j'ai trouvé que c'était une excellente idée. Fait que je me suis tout de suite inscrite. C'était une audition assez contingentée. Tout le monde me dit, tu l'auras pas. À quel endroit, donc? À Saint-Hyacinthe, j'ai fait ma OK. formation. Oui. Mais tu viens de Lévis. Oui, c'est ça. Je voulais, à tout prix, moi, je voulais vraiment partir de chez moi. Là. J'avais 16 ans, mais la seule chose que je réfléchissais, c'est quels programmes sont à l'extérieur de Québec. Tu fais partie de cette gang-là. Il y en a une couple qui sont venus ici, qui se sont assis devant moi, qui m'ont raconté à quel point ils ont tout fait pour trouver un endroit loin, s'éloigner. Ah oui, j'étais prête. Mais t'avais ton appart à 16 ans. Oui. Wow. Mm-hmm. Wow. Ouais, 16 ou 17 ans. Mais j'ai adoré mes années de cégep. Oui. Ouais. C'était l'émancipation là, après les sœurs. C'est une technique. C'était 4 ans. Ah ben oui, c'est sûr que t'as dû aller sur une dérape pas pire quand même dans ce temps-là. Ça devait être le party. Mais surtout, je me suis sentie comme... Je me rappelle quand ils m'ont appelée pour me dire que j'étais choisie. Mm-hmm. Tu sais, je me rappelle du coup de téléphone, là, puis j'ai le cœur qui me débattait. Puis là, quand ils m'ont dit « T'as une place, on t'a choisi », j'ai dit « Êtes-vous sûr? Est-ce que c'est parce que quelqu'un a refusé de venir puis vous m'offrez? » Ils m'ont dit « Non, t'es choisie. » Puis je me suis sentie tellement chanceuse que j'ai tout donné. Puis j'ai su, à ce moment-là, tu sais, tellement j'étais contente là, à l'intérieur, j'ai su qu'il fallait que je fasse ça. C'était clair. Shit. Pas de c'est doute. Bizarre. C'est pas si extravagant, mais tout à coup, c'était vraiment même, sans doute. Ce que je trouve assez admirable, c'est que cette personne en choix de carrière au secondaire, c'est secondaire 2 ou 3, a vraiment été douée pour mettre le doigt dessus, tu sais, rapidement, puis tu connaissais assez les programmes, parce que, tu sais, moi, je savais pas que ça existait, cette affaire-là, pour vrai. Mais non, c'est ça. Et ce programme que t'as fait, quand t'es arrivé, justement, t'avais, comme, tu disais que c'était contingenté, mais comment est-ce qu'on se présentait pour une entrevue pour ça? Il y a une audition. Mais une audition de quoi? Ils te rencontrent en entrevue. Il faut que tu montres un portfolio un peu de ce que tu sais faire peut-être en dessin, en bricolage, etc. Les gens ont un peu plus d'expérience. C'est un programme difficile, malgré que ça sonne comme étant un party. C'est quand même très, très exigeant comme programme. Parce que, à cette époque-là, évidemment, là, on parle de quoi? 1997? 18. 19. Les ordi sont pas encore là, les technologies sont pas là, donc là, tout est fait à la main. Tout est fait à la main, les plans, tout ça. Ouais. Les plans, t'as toujours été doué en dessin? Pas mal. Ouais. Je dirais pas que je suis douée. C'est vraiment pas ça ma force. Non? Mais je me débrouille. Pour exprimer, moi, ce qui m'intéresse même à l'époque, ce qui m'intéressait, c'était vraiment d'exprimer l'idée. Tu sais. Je pense que j'aurais pu avoir plus de... C'était plus du dessin technique, un dessin expressif, non, improvisé. Non, le dessin technique est vraiment pas ma passion non plus. Là. C'est vraiment comment transmettre l'idée qui sera éventuellement sur scène ou dans un costume. C'était vraiment ça là, qui m'intéressait. Fait que j'aurais voulu être plus douée d'ailleurs pour exprimer encore plus précisément ce que sera ces idées. Oui, exact. Tu te souviens-tu de la première fois que,
un projet que tu as illustré qui a été concrétisé physiquement devant oui, je m'en toi. souviens. Du premier, c'était quoi? C'était un Federico Garcia Lorca. C'était mon projet final à l'école. OK. C'était une scéno. C'est un sentiment extraordinaire parce que tu rêves de quelque chose dans tous ses détails. Tu le visualises, tu le peaufines, tu modifies, tu t'adaptes aussi aux autres départements, etc. Fait que tu y penses, c'est vraiment ton rêve, là. Ça devient une obsession presque. Puis tout à coup, il y a plein de gens qui travaillent sur le projet. Il y a des gens qui le construisent, des gens qui l'analysent, des gens qui le peignent. Il y a des gens qui l'éclairent, il y a des gens qui l'habitent, les comédiens, ultimement. En effet. Puis le soir de la première, quand tout ça est comme mis ensemble puis que ça existe, c'est incroyable. Tu fais, mais c'est comme s'il y avait plein de gens qui se sont mis à l'œuvre pour que ce que j'avais dans ma tête existe devant moi. Ouais. Ça, c'est un feeling, c'est comme une drogue, là, presque. Ah ouais? Ah oui, c'est un super beau feeling. C'est assez égoïste, hein, au final, mais ça a quelque chose de... Ben, c'est comme, on pourrait presque, tant qu'à faire, on pourrait traiter d'égoïste tous les cinéastes de ce monde, tu sais. Ouais. Qui ont une idée. Non, mais quelque part, tu sais, ben, cinéaste ou bien scénariste ou quelqu'un qui s'invente un monde et qui réussit à le... Il doit avoir c'est sûr, même pour quelqu'un en cinéma, tu sais, qui voit une fois, quand t'arrives, tous les morceaux assemblés devant toi puis que t'admires ça, puis tu fais shit, j'avais pensé à ça, ça a pris du temps. Je trouve ça quand même que ça t'est quand même long la première fois que tu vois ça. Est-ce que c'est un travail que tous les finissants, ou c'est un concours? OK, tous les finissants ont le droit à ce moment d'une production dans laquelle tu vois ça. Oui. Donc ça, t'avais travaillé ça pendant 1 an ou Ouais, genre 6 mois, là. T'sais. 6 mois. Ouais, en général, c'est ça. C'est fou, ça. C'est ça. Pour les gens qui sont plus je suis interprète, ben, tu sais, on voit pas nécessairement tout ce travail-là devant nous. Non, là, je comprends. C'est surtout pour les musiciens. Pour les musiciens, nous autres, souvent, il n'y a pas de décor. Donc, tu sais, c'est souvent fret. Mais pour toi, tu sais, c'est ça. C'est du temps, c'est de la réflexion. Mais ça doit surtout... c'est pas une vie de compromis plus que d'autres choses. Parce que, tu sais, sûrement un metteur en scène qui fait « Hey, oui, mes comédiens peuvent pas passer là, faut que ça soit plus large, puis... » C'est vrai, on peut dire compromis, mais c'est ces contraintes-là qui font que la proposition est unique aussi. OK. Tu sais, le fait d'intégrer ces contraintes-là, c'est vraiment comme un chemin. Puis tranquillement, en modifiant, en faisant des itérations, en arrivant à des choix qui comprennent toutes ces contraintes-là, on arrive vraiment à quelque chose qui est sur mesure. C'est ça qui est beau. Moi, je le vois pas comme une contrainte négative, là. Pour moi, c'est vraiment un truc qui me pousse à peaufiner l'idée, là, à aller plus loin. T'sais. Plus loin que ça? Oui. OK. Pas toujours, là. Des fois, pour être honnête, des fois, il y a des demandes ou il y a des budgets, surtout, c'est souvent les budgets, qui te freinent. Hein, puis bon, on se dit non, c'est trop dommage, cette idée-là aurait été meilleure. Là. Ça arrive, là, évidemment, mais en général, de toute façon, j'aime mieux le voir comme ça. Plus positif, sinon on est frustré. Souvent, on va sûrement te demander de faire beaucoup avec peu aussi. Là. Oui. Ça doit être fréquent. De plus en plus, c'est ça. Les moyens étant moins élevés. Ah oui, c'est fou. Les budgets, quand j'ai commencé en 2002, là, c'est quasiment les mêmes. Maintenant. Wow. Tu sais, on est quand même 20 ans plus tard. 20 ans plus tard, et là, tu dois aller avec les... Oui. Et les coûts des matériaux ne font qu'augmenter. Exact. Alors, les matériaux ont plus que doublé. Donc, toi, tu dois essayer de trouver la patente moins chère qui va te permettre d'avoir quand même le même éclat que tu veux. Mais je pense que c'est pour ça aussi que la scénographie a changé au cours des années. Tu sais, c'est plus rare maintenant de voir un décor construit tout en bois. Ça arrive encore. Tant mieux. En bois, oui. Mais je veux dire, tout un décor construit, là, tu sais, dans le réalisme, avec des moulures, des portes, tu sais, des effets. Ouais. Tout ça, c'est quand même d'emblée ambitieux pour un budget, n'importe où. C'est n'importe quel théâtre. Tantôt, tu parlais de la première prod que tu as faite, puis le feeling, le kick que tu as reçu de faire ça à la fin de ton diplôme. Ton premier vrai contrat, celui que tu as reçu un chèque, là. Ouais. C'était quoi? C'était Le Malade imaginaire au TNM. Shit, mais quand même, t'as commencé dans les ligues majeures rapidement. J'ai vraiment... T'as pas têté, là. Non. Et puis, en plus, en sortant de l'école, je suis allée à l'université en me disant... parce qu'à l'école, ils nous disaient, il n'y a pas beaucoup d'élus là, en scénographie, ce qui est quand même vrai, je dois admettre. Là. Mais ils nous disaient, avant de gagner votre vie là-dedans, vous allez avoir 40 ans, tu sais. Ah oui, ils vous disaient des trucs comme ça. Quand même, c'était un petit peu décourageant. Fait que moi, je me disais, j'aime tellement ça que j'étais prête à attendre.
d'avoir OK. 40 ans pour faire ma première scénographie. T'étais game. J'étais très game. Mais je me suis dit, en attendant, je vais aller chercher un peu plus de culture générale. Fait que j'allais à l'université, OK. à Concordia. Puis finalement, je me suis mis à travailler tout de suite la première année. J'étais super heureuse de ça. Fait que j'ai fait mon bac en même temps que je travaillais. OK, c'est ça. T'as attaqué les deux. Et puis ton bac, c'était quoi, à Concordia? C'était IDYS, c'était Interdisciplinary Studies. Fait que c'était comme vraiment intéressant. Ça n'existe plus. Ils sont Malheureusement, forts là-dessus. on était 12, puis on pouvait faire tous les cours qu'on voulait dans les 4 universités de Montréal en or. Très intéressant. Oui. J'ai vraiment aimé ça. Attends, dans ces années-là, ça veut dire que quand t'es arrivé, Ouais, Guido Molinari était à la retraite. Étais-tu là? Non, il était pas là. Il était plus là. Il était prof à Non, Concordia. je sais. Longtemps, Marc Séguin, Marc Séguin aussi. il a étudié avec lui. Il a étudié avec Guido, c'était une de ses grandes inspirations. Il a fait toute une série sur Guido. Par exemple, je connais pas mal de monde qui ont étudié avec lui, mais c'est vraiment pas pire ça que Concordia. Là, maintenant, c'est l'espèce de programme très populaire qui est un peu, pas pareil, mais qui est un peu semblable, c'est les Liberal Arts Oui. Undergrad dans lesquels c'est justement tu peux te promener et construire un peu ton bac, là, ce qui est une bonne idée. Toi, avec ce truc-là, tu t'es mise à te promener vraiment à travers toutes les universités? J'ai fait beaucoup UQAM OK. et Concordia. Je trouve que les cours pratiques à Concordia étaient super, puis les cours théoriques à l'UQAM, Ah oui! vraiment bien. Philosophie de l'art, j'ai adoré. Mais c'était en français, ça m'aidait aussi. Ouais. Sur le coup, là. Bon, maintenant, je regrette, j'aurais peut-être dû le faire en anglais, mais je travaille tellement en anglais que ça m'aurait peut-être aidé. Ouais, c'est ça. C'est drôle, hein? Mais, donc, là, t'avais ton premier contrat, tu devais halluciner quand même. Oui, quand le t'as eu- TNM, j'étais vraiment impressionnée, j'étais assez nerveuse, j'étais très heureuse de faire ça. Qui t'est allé te chercher? Qui t'a Carl trouvé? Carl Béchard, j'avais fait une scénographie. C'est qui, Carl Béchard? Carl Béchard, c'est un metteur en scène, comédien, OK. qui donc faisait la mise en scène du Malade imaginaire OK. au TNM, avec qui j'avais travaillé sur un autre projet avant, puis qui est venu me chercher, me demander, et aussi d'ailleurs si je voulais faire costume, décor, ou que costume, ou que décor. Fait que c'est un peu là que je me suis commise vers la voie scénographie plus que costume. T'as déjà fait des costumes? Oui, aussi. Au début, là. Au début, je faisais souvent les deux. Costume OK. et décor sur les productions. Shit, mais ça devait être... Ouais, c'est intéressant en même temps. Ça se complète super bien. tu peux vraiment faire fitter tes idées, c'est certain que là, Ouais. maintenant... Mais là, donc, Carl Béchard te trouve, il te dit, tiens, ça te tente, et ça se passe inévitablement bien, Ça s'est bien passé. parce que suite à ça, t'as eu... C'est comme ça que ça a Oui, déboulé. c'est comme ça que ça a déboulé. Puis aussi avec Pierre Lapointe, Mhm. avec qui Notre j'ai cher étudié, puis notre cher Pierre. Et là, Ah, vous avez étudié ensemble? oui, la première année, il était en jeu à Saint-Hyacinthe. C'est vrai. Et J'avais donc, oublié. on s'est connus là-bas. Puis après, quand je suis arrivée à Montréal, on allait voir des expos ensemble. Donc, on OK. continuait à garder contact. OK. Puis là, il a fait un premier show dans un petit restaurant, là. Je pense que c'était comme le Moulin Sort. Genre un restaurant Tintin. Je sais pas, je suis pas sûre, mais je pense que c'est ça. Puis j'ai tout de suite comme travaillé avec lui, là, les premiers décors, la forêt des Mal-Aimés, les vidéoclips, le Columbarium, Tel un seul homme, tout ça. Tu sais, on était comme hyper motivés, on était super jeunes. Là. J'ai des photos de ça, j'en reviens pas quand on était jeunes. Tu sais, on faisait des décors dans mon salon, on découpait des draps ensemble, là, tu sais. Ah, mais ça, ouais. C'était vraiment le fun. Ça. Fait que, Il était comme acteur. Tu t'en souviens-tu? mais Pierre, il est bon dans tout. Non, je sais qu'il est bon dans que, tout. Mais ça, c'est drôle, j'ai jamais parlé avec lui de ce passage. Ben, tu sais, il me l'a dit qu'il avait étudié là, puis que il y avait un prof qui lui avait dit, tu devrais chanter. Oui, ça avait changé. Mais tu sais, je l'imagine, pas que je l'imagine pas, non, il est super artistique, là. Tu sais, il pourrait très bien jouer, mais l'imaginer étudiant, parce que c'est quand même fou, tu sais, t'as été là, dans les débuts aussi, t'as vu toute son ascension, t'as vu la transformation aussi d'un ami oui, vraiment, qui est devenu un gars extra. D'ailleurs, on pourrait le mentionner parce que là, nous, j'étais sur le show de Noël dans lequel, tu as signé la scène avec ces magnifiques bonhommes de neige géants pour ceux qui l'ont vu le show. C'est toi qui l'as fait. Mais oui. C'est quand même cool. Écoute, là, ça veut dire quoi? C'est presque... On n'y est pas encore. Oh non, on y est-tu? Presque 20 ans de... C'est presque 20 ans. Ouais, c'est 20 ans de carrière, mais... Avec Pierre, ouais, ça fait comme 18 ans. De collabo. Peut-être presque 20 ans, en fait, qu'on collabore ensemble. Fait que c'était comme une C'est retrouvaille. C'était super. Wow. On s'est jamais lâché, là. On se voyait souvent à Paris. On s'est croisés dans plein de contextes. Puis j'ai retravaillé avec lui sporadiquement. Mais là, c'était vraiment un beau retour. Surtout quand on s'est retrouvés
à la Place des Arts parce que, tu sais, Wilfrid Pelletier, on a fait Mutantes là-bas. C'est vrai? Ah oui, t'étais là-dessus. C'est vraiment comme un gros show. C'était super impressionnant qu'un artiste en musique se lance dans quelque chose d'aussi développé, aussi. Québécois, tout ça. Ouais. Wilfrid Pelletier et tout, c'était quand même marquant. Les Québécois, les musiciens québécois n'ont jamais tant habillé une scène. Ouais, c'est pas très dans nos habitudes. Évidemment, encore une fois, à part les comédies musicales, à part ça, mais tu sais, ça compte pas. Mais quand on parle vraiment d'avoir un décor, d'avoir une maison, on pourrait appeler ça ainsi, pour un show, c'est pas arrivé si souvent. Mais je comprends aussi pourquoi. Pour avoir travaillé en Europe récemment avec Clara Luciani, c'est qu'il y a beaucoup de salles du même format là-bas. Donc, c'est possible de faire une tournée puis de faire comme, je sais pas moi, une vingtaine, une trentaine de salles dans lesquelles le décor peut... Ici, au Québec, les salles varient beaucoup de formats. Il faut se rendre assez loin, ça coûte très cher. Tes bonhommes de neige, entre autres, ont eu certaines complications dans certaines salles, ou du moins, il fallait comme réfléchi comme ça. Oui, c'est ça. Tu savais déjà à quoi tu t'attaquais avec ça. Ben, pas tant. C'est-à-dire que le gonflable, c'est ça qui est beau, c'est que ça s'adapte. C'est de l'air, donc ça remplit l'espace disponible. Ouais. Donc, quand il y a moins d'espace, c'était tout à côté dans le plafond, dans les spots, dans les projecteurs et tout. Puis on trouvait ça un peu plus... ça faisait un petit peu plus punk, là, pourquoi pas, ça marchait. Oui. Puis c'était super. Moi, tout le monde, j'adorais ça, voir le show commençait pas que déjà les gens venaient prendre des photos avec le décor. Ça, c'est quand même cool. J'ai voyé arriver dans la salle, j'ai dit « Shit! » Puis ils s'approchaient du stage, ils prenaient ça, ils se mettaient, puis c'est comme un souvenir. Ça créait déjà une ambiance avant la première note de musique. Bon, moi, ça, je trouvais ça, ça me fait bien plaisir. Ouais, non, c'était cool. Et donc, oui, tu termines ton diplôme, là, tu te dis, bon, les études, ça suffit, maintenant, je me lance. Au début, comme tu dis, Pierre qui est plus dans le côté musique, le théâtre qui est présent. Et là, à un certain moment, tu décides d'aller faire un tour à New York, voir ce qui se passe. Oui, mais ça, c'est quand même 10 ans après. C'est-à-dire que j'ai fait quand même pas mal de shows. Puis si je peux dire même un rythme un peu effréné, là. C'était comme un peu beaucoup, là. C'était comme une 12aine de shows par année. 12, c'est beaucoup. 12, c'est beaucoup parce que aussi, ce qui se passe, c'est que t'es en salle pour tes propres spectacles. Okay. T'as comme pas le temps d'aller voir ce qui se fait ailleurs, ce qui est comme quand même très important. Puis j'ai fait cette demande de bourse pour le Studio du Québec à New York. Qui est un lieu assez important, je crois. Ah, c'est incroyable. Ils ont acheté plusieurs studios dans les années... En 81, le Conseil des arts du Québec. Et ils ont payé ça très peu cher, j'imagine. C'était dans Soho. Ils en ont acheté un à New York, un à Rome, Londres, Paris. ils ont... OK. Est-ce que tu as essayé ceux-là en Europe? Non, ben... Je pense que c'est comme une chance tellement exceptionnelle. Je suis pas sûre que je peux tout de suite me relancer dans une autre demande, là, dans le sens où, tu sais, j'ai déjà eu vraiment comme, tu sais... C'est combien de temps, ça, que t'étais là-bas? C'est 6 mois, donc, tu sais, t'as l'appartement là-bas 6 mois, t'as une bourse pour être vraiment en période de ressourcement, donc t'es pas en struggle de tu te promènes, tu vas voir des choses. Exact, fait que c'était vraiment une période salvatrice, là, pour moi, là. Je pense que j'étais à un point où là, ça faisait plus de sens, tu sais, c'était trop. Ah oui? Oui, j'avais vraiment envie de prendre un pas de recul. Mais ça m'a vraiment aidé. La créativité a comme une limite, là, parfois. Elle n'a pas de limite, mais une fois que tu es embarqué dans cette chaîne de productivité, c'est sûr faut se renouveler des fois. Faut aller voir ailleurs qui on est. Puis c'est ça. Je pense que c'est des cycles. Ouais. Comme là, je suis dans un cycle où, comme, je sais pas, ça va super bien. Les projets, franchement, je suis vraiment chanceuse. C'est tellement inquiétant, ça va super bien. Mais franchement, parce qu'on sait pas toujours qu'est-ce qu'on fait, tu sais, qui fait qu'on trouve une idée ou qu'est-ce qu'on fait que ça coule ou pas ou que ça accroche. Puis en ce moment, mais quand tu dis que ça va bien, est-ce que c'est parce que tu sens une certaine... C'est un gros mot quand même, une certaine facilité quand tu te mets à travailler, ça coule, c'est plus aisé, ouais. C'est pas facile tout le long de tous les projets, évidemment, tu sais, mais je sais pas, je sens que il y a un bon flow de création en ce moment pour moi. Aussi, les projets se répondent. On en fait un qui nous fait fouiller un certain endroit, qui nous fait découvrir tel artiste, qui nous mène à tel autre. Tu sais, c'est comme un chemin, c'est un relais, c'est comme une chasse au trésor un peu.
J'ai un projet de musique. Super, je sais pas, on va essayer d'imaginer quelque chose. Je suis du rock, j'ai un band, j'ai écrit des tunes, puis je fais bon, moi j'ai besoin de quelqu'un qui va habiller mon truc, tout ça. Comment ça marche? Je viens de voir, Oui. je te donne mon disque, Oui. on a une jasette, Oui. puis là tu fais, on s'en va dans un temps, je vais t'arriver avec des trucs. C'est simple, comme ça. Ben, en fait, je m'adapte quand même à la personne qui s'adresse à moi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de metteur en scène qui travaille comme de la même façon. Puis si je Et la travaille musique, avec ça doit être autre chose aussi. La musique, c'est autre chose, c'est un autre milieu. Le cinéma, c'est encore un autre milieu. Le cirque, c'est un autre milieu. La danse aussi. Fait que chaque processus va façonner aussi, tu sais, des fois, les délais, c'est de 1 an ou 2, mais des fois, c'est 2 mois. Fait que, tu sais, déjà, dans le délai, je m'ajuste. Tu sais, tu sens un peu est-ce que tu as le temps de te perdre, ce qui est toujours génial. Mais quand tu n'as pas le temps, ben il faut quand même prendre des raccourcis. Fait que je m'ajuste vraiment selon le contexte, mais surtout selon la personne à qui je m'adresse. Et aussi selon l'endroit. L'endroit est vraiment l'architecte qui a fait le théâtre ou le lieu, parce que je travaille pas que dans des théâtres, là, même en nature. Ça change, ça induit la moitié de mon travail au moins, là, sinon plus. Parce que c'est comme déjà des lignes, il y a comme une atmosphère. Quand on est dans une salle de théâtre, il y a un code super fort qui dit « Bon, mes spectateurs, vous vous asseyez dans le noir, vous regardez par là. » C'est déjà juste ça, c'est quand même... C'est gros. C'est quand même déjà un statement en soi. Quand on est dans des espaces ouverts, qu'on peut modeler autrement, tu sais, déjà, il y a des questions. Moi, j'adore ces questions de fond-là. Tu sais, j'adore ces projets où on peut revisiter le rapport entre la scène et la salle. Est-ce que c'est un déambulatoire? Est-ce que les gens sont assis, debout? Est-ce qu'ils se déplacent? Tout ça, ça m'intéresse beaucoup. Donc, je t'arrive avec mon projet, tu pars. Oui. Moi, c'est vraiment une question bête technique. Le matériel de création. Tantôt, on disait les coûts ont augmenté pour les trucs. Comment ça fonctionne exactement? Tu as des fournisseurs ou c'est plus que c'est du bisounage de fouiller des magasins que tu connais ou c'est vrai, il faut que tu sois capable d'aller n'importe où pour trouver tes trucs, mais sûrement que tu as des habitudes aussi là-dedans. Oui, c'est ça. On a des habitudes, puis il y a aussi des hasards, il y a des fournisseurs qu'on connaît pas, qu'on doit trouver. À chaque fois, il y a comme des défis, des recherches à faire. Tu sais, il y a une équipe aussi, là, super importante autour de la personne qui fait la scéno. Il y a les ateliers de construction, il y a le directeur technique qui fait toutes sortes qui fait des plans, qui rend ça concret, faisable, solide, montable, démontable, bon pour la tournée. Tu sais, c'est comme vraiment des alliés importants. Les ateliers de construction quand il y a du décor construit. Sinon, j'ai mon assistante aussi avec qui je travaille très, très souvent, qui, elle, a aussi ses connaissances. Ça, c'est super riche, tu sais, de pouvoir échanger sur comment tu le ferais, comment tu traduirais cette idée-là. Tu sais, j'ai cette chance-là d'avoir une interlocutrice. Fait que c'est vraiment multiple, ça dépend tellement des projets. C'est ça que j'aime. C'est que c'est jamais pareil. Il n'y a aucune routine. Il n'y a aucune routine dans ce métier. En tout cas, pas pour moi. Je sais pas les autres. T'aimes pas la routine? Non. Non, mais en même temps, t'es très organisé, comme on disait tantôt. J'ai pas le choix. Je suis devenue très organisée. On va dire, je l'étais pas forcément autant. Mais j'ai comme pas le choix. Depuis quand tu te juges une personne adulte organisée? Tu te considères-tu adulte? Semi? Ouais. Moi, écoute, même chose pour moi. Je suis semi-organisée, mais je suis de mieux en mieux sur l'organisation. Ouais. OK. Ouais. Ah, c'est bon. Ces projets-là artistiques que tu fais viennent souvent d'une première graine. Quelqu'un va t'arriver avec un truc. Oui. Et là, ton inspiration, elle est claire. Tu la reçois. Maintenant, toi qui disais justement qu'avec Pierre, t'aimais bien aller dans les musées, t'aimais bien aller voir des trucs. Est-ce que tu fantasmes ou tu l'as déjà accompli de créer quelque chose venant de rien? Venant de aucun élément extérieur, que t'es parti dans ta tête, dans ton monde, et tu t'es créé quelque chose pour toi, à ta façon. Ah, ce serait un exercice sûrement assez vertigineux pour moi. Ah oui, hein? Oui, parce que je pars quand même, j'aime partir des gens, surtout des textes, évidemment, mais encore plus des gens. Tu sais, des metteurs en scène, des comédiens sur scène. Mais moi, je dis partir de Geneviève Lizotte. Oui, c'est ça. Ah, ce serait vertigineux. Mais... Pourquoi pas? Pourquoi pas? Une installation. Je suis pas fermée du tout. Mais ça, j'en ai fait, des installations. En collaboration, une avec François Delisle récemment, qui était dans la salle d'exposition de l'ONF.
j'ai adoré ça. Pourquoi pas? Ouais. Je pourrais en faire plus. J'aimerais ça. Ce serait un bon défi, ça, d'art visuel. Ce serait un bon défi, complètement. Une petite galerie, une petite collaboration. Tu fais, je présente mes affaires. Ben oui. Première fois, mais ma vie. Peut-être un jour, ouais. Ce serait un défi, mais vertigineux, probablement. T'as un site dans lequel on peut suivre tes trucs. Je suis quand même curieux de savoir le ou les projets qui te rendent vraiment fier ou du moins, c'est sûr que peut-être un jour, tu auras une rétrospective dans un livre ou quelque chose sur tes trucs. Mais la chose dont tu voudrais qu'on se souvienne le plus, à date, parce que tu as encore beaucoup d'années à créer, mais à date, en ce jour, en 2000, parce que les gens vont écouter ça en 2024, en 2024. Ben, on parlait de Moutantes, le show de Pierre Lapointe. Pour moi, c'était assez marquant. Ouais, je pense que ça vraiment... Mais là, c'est toi qui avais toute l'idée du stage... Ouais, c'était comme un stage incliné, assez sobre au final. C'était un super... C'était sauté, ça. Très belle collaboration aussi avec Martin Labrique à l'éclairage, avec Claude Poisson à la mise en scène. Ça a été pour moi un magnifique projet. On n'avait pas de texte aussi, évidemment. Ça partait des chansons de Pierre. Fait que j'étais comme la première à me commettre. Tu sais, souvent, le texte est comme là pour ouvrir la voie un peu, mais là, c'était vraiment assez... c'est un beau défi. Attends. Ça m'a créé Quand tu dis j'ai pas eu de texte. Ben, il y avait les chansons, mais c'était comme des maquettes. Tu sais, c'était vraiment en cours c'était en cours. Oui, c'est vrai, parce que Mutantes présentait l'espèce de projet abouti à ce moment-là. Exactement. Oui, je comprends. Mais c'est de la vraie création. Tu sais, c'était vraiment un show de création. Puis à grand déploiement. Avec du monde. Exactement. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré faire. Sinon... plus récemment, j'ai fait un projet qui me tient vraiment à cœur en Norvège, un Peer Gynt, avec un metteur en scène norvégien qui s'appelle Per Olav Sørensen. C'était une superbe expérience. J'ai adoré travailler là-bas. C'était magnifique. C'était en extérieur, dans un auditorium. À la romaine un peu. À la romaine, entre deux montagnes, avec un lac en avant. C'était d'une beauté folle. T'étais combien de temps là-bas pour faire ça? Mais tu as travaillé à distance, évidemment. J'ai travaillé à distance, mais j'y suis allée vraiment souvent, comme une douzaine de fois. What? Mais oui, sur 3 ans. OK. C'est un projet quand même à grand déploiement aussi. Puis, tu sais, mettons, ce projet-là, justement, extérieur, ça doit être assez de fun. Parce que, comme tu dis, t'es allé une dizaine de fois, donc t'as vu toutes les possibilités de lumière naturelle aussi qui devaient habiter l'endroit. Incroyable. Il fallait que tu les connaisses bien, là. Ben oui. Oui. C'était vraiment le fait de travailler avec le paysage. Pour moi, c'était comme, tu sais, l'humilité que ça prend parce que c'était tellement beau déjà. Tu sais, il y avait comme, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux rajouter? Ouais, franchement, c'est assez intimidant comme espace. Puis aussi, c'est des gens qui ont une grande culture. C'est leur auteur, Ibsen. Donc, tu sais, j'ai lu, tu sais, je me suis vraiment investie. J'ai appris beaucoup aussi de travailler avec cette culture différente, mais qui nous ressemble quand même énormément. Des gens extraordinaires avec qui j'aurai sûrement l'occasion de retravailler, en tout cas, je l'espère. Dans ces collaborations-là, justement, dans ces contrats-là, ben, justement, tu dois t'imprégner de la culture qui t'est proposée à toi. Sûrement, il y a des choses que tu connais déjà, tu sais, qui viennent vers toi, puis c'est pas si déstabilisant. Tu saisis vite l'affaire. Est-ce qu'il y a eu déjà des projets que tu sens que ils sont apparus, ces projets-là, et ils t'ont changé? Tu sais, ils t'ont comme amené à regarder un peu la réalité d'un point de vue différent maintenant. C'est sûr que oui. Tu sais, à différentes échelles. Tu sais, mais... Je pense que mon premier projet au Cirque du Soleil, ça a changé un petit peu ma façon de travailler. Aussi parce que tout à coup, tu as des grosses équipes, tu as des moyens qui sont complètement différents. Puis je m'attendais pas à faire ça dans ma vie. J'étais vraiment quelqu'un de théâtre, là, très... Tout à coup, d'ouvrir vers quelque chose qui est peut-être plus comme proche de la variété. Ça a changé ma façon de faire mon travail, même en théâtre. Après. OK, par après. C'était quoi? C'est riche. Mais c'était quoi les changements qui ont abouti? Mais on dirait qu'il faudrait que j'y pense un peu plus longuement. Mais ce serait dans la façon, justement, de
de découper les idées ou encore de la façon d'utiliser bien l'espace ou d'être capable de le transformer. Parce que, tu sais, moi, au Cirque du Soleil, à chaque fois que j'ai vu un show du cirque, moi, ce qui me fascine, c'est comment rapidement un espace se transforme. Moi, à chaque fois, je fais comment? Oui. Tu sais, puis soit la lumière, soit... Puis, tu sais, des fois, tu fais, OK, c'est devenu en un claquement de doigts autre chose. Mais t'as raison là-dessus. Ils ont beaucoup d'appareils motorisés. Des choses qu'en théâtre, on a peut-être moins accès. Il y a beaucoup, juste la rigue, le mouvement. Peut-être le mouvement, c'est ça qui est peut-être la plus grande différence. Puis qui est tellement intéressante, c'est que tu peux vraiment avoir des entrées-sorties de gros éléments, un peu comme les acrobates eux-mêmes se déplacent dans l'espace d'une manière complètement différente que les acteurs. Vraiment, le mouvement est très rapide parfois, en hauteur. Et que ça change aussi la coquille qui vient autour. Donc, l'espace qu'on crée, l'écran autour est comme, on dirait qu'il demande autre chose. Puis ça c'était vraiment intéressant pour moi de réfléchir à ça. Donc parce que le graphique, le trajet soit des acteurs ou en tout cas des performeurs sur scène, moi, c'est comme un petit peu mon point de départ. OK. Fait que souvent, c'est la première question que je peux demander au metteur en scène. Ça va être quoi? Est-ce que pour toi, il y a comme plusieurs portes, puis que c'est un show où il y a plein d'entrées-sorties, tout ça? Est-ce que c'est un huis clos, puis tout à coup, il n'y a personne qui sort? Ça induit complètement quelque chose de différent au niveau du geste scéno. Est-ce qu'il y a une seule ouverture qui est bien centrée, puis on attend quelque chose de ce point de vue-là, de ce point de fuite-là? Est-ce que c'est une entrée par le sol? Ça dit complètement autre chose. Fait que moi, je pose beaucoup ces questions-là dès le départ. Puis au cirque, c'est comme s'il faut que ça soit tellement perméable d'un peu partout que tout à coup, c'était comme un autre... le trajet là, des gens sur scène, c'était un autre point de départ pour moi. Ouais. Est-ce que tu réussis à aller voir un show puis t'abandonner dans un show où l'œil d'observation... J'ai du mal à m'abandonner. Parce que là, tu sais, j'écoute tu m'expliques comment tu travailles ça, puis je me dis, ça doit pratiquement être impossible d'aller voir un show sans réfléchir puis faire OK, cette planche-là, ce meuble, le mouvement de ça, cette lumière. C'est sûr que je regarde. C'est certain que t'es là. Ouais. Quand le show est très bon, j'oublie ça. OK. Ouais. Quand le contenu est fort. Quand le contenu est fort ou quand je suis happée, là, quand j'embarque dans la proposition, peut-être qu'elle me déstabilise un peu plus, je suis moins... Là, je suis capable d'abandonner puis d'être dans le show. Les projets viennent à toi? Majoritairement, je présume. Est-ce que des fois, as-tu déjà fait ça ou est-ce que c'est quelque chose que t'oserais pas faire, aller de l'avant vers quelqu'un dire moi, je dois travailler avec toi? Ah non, j'ai jamais osé. T'as jamais fait ça? J'ai jamais fait ça. Oui. Si tu pouvais le faire, à qui tu le ferais? Mais j'ai longtemps voulu travailler avec Robert Lepage. Mais tu as travaillé avec lui? J'ai travaillé avec lui. Oui, c'est ça. J'étais très... Click. Exactement. C'est fait. Exactement. Moi, je parle maintenant, là. Qui est pas fait. Ah, il y a tellement de gens avec qui j'aimerais travailler. Shoot. Moi, je suis certain qu'en les nommant, t'auras pas besoin d'aller les voir, ça va se faire tout seul. Ben, de manière générale, je pense que j'aimerais ça. J'aimerais travailler avec... mais c'est complètement un rêve, là, parce que même il y a la barrière de la langue, mais j'aimerais ça travailler en Europe, en Allemagne. J'aimerais ça travailler sur des shows comme vraiment éclatés, dans des salles comme la Schaubühne, où ils ont le décor pendant 4 mois pour répéter dedans, puis qu'on peut comme, tu sais, poser des itérations au fur et à mesure des répétitions. Tout ça, ça me plairait, tu sais... Mais c'est souvent des metteurs en scène qui ont leur scénographe fidèle et tout ça, mais Mais l'Allemagne demeure un endroit intéressant pour faire ce truc-là. OK, c'est une belle scène. Mais l'Europe, je dis ça, mais partout. En fait, ça m'intéresse de travailler aussi avec d'autres cultures. J'ai réalisé ça en étant en Norvège. J'ai trouvé ça très, très riche, très, très, très stimulant. Ça doit? Oui. J'adore travailler au Québec avec mes amis du Québec. Oui. Mais, mettons, dans le domaine du rêve, là, j'irais travailler dans le domaine du rêve, un ou une metteur en scène là, que tu connais ou que tu as vu des jours que tu fais, il me semble, ça serait débile. Ben oui, je travaillerais bien avec Ivo Vaneuve. OK, redis le plus fort, ça? Ivo Vaneuve. OK, c'est qui? Oui. Ben, c'est un metteur en scène qui fait des shows très, très contemporains, toujours des scénographies assez... À quel endroit? Mise à l'avant, beaucoup en Allemagne. OK, en Allemagne, OK, c'est ça. OK.
Puis c'est des shows qui en jettent. Oui, c'est ça. Astor aussi. C'est vraiment des metteurs en scène qui utilisent, je trouve, très, très bien l'espace, l'ambiance, le mood, d'une manière assez brute, mais que c'est comme tellement inscrit dans leur mise en scène que ça a comme une force. C'est vraiment bien interrelié, je trouve. C'est comme une belle synergie. OK. Moi, dans mon art, il m'arrive encore souvent d'être ému par des collègues ou même d'autres qui pratiquent le même métier que moi. Est-ce qu'on est parfois ému quand on voit une belle scéno? Ben oui. Ah oui. Des scénos qui t'ont jeté à terre? Ben, vraiment récemment, je suis allée à New York avec mon amie Catherine Vidal, avec qui je vais tout le temps voir des shows un peu partout, puis on a vu le show Food. C'était hyper simple. Food? OK, c'est du théâtre? C'est théâtre performatif. OK. Puis c'est pas tant que... Moi, je trouve qu'une bonne scéno est pas forcément belle, tu vois, là, mais elle sert le propos. Le propos ou le mood ou... en tout cas, l'intention, tu sais, elle crée quelque chose dans l'espace qui porte bien le texte. Okay. Ou la danse ou le mouvement. Puis là, c'était tout simplement une grande table avec 30 convives autour, une trentaine. Énorme table qui devenait stage, mais qui se transformait nappe par-dessus. Les gens avaient comme découvert. C'est assez simple, en fait. Le performeur tout seul, habillé en serveur. Okay. Mais qui... cette nappe devient une banquise, devient une ville, devient un carré de sable, devient... c'était vraiment très beau, magique. Okay. J'ai du mal à le décrire comme ça, là. Faudrait que j'ai des images, mais c'était vraiment renversant. C'est une simplicité incroyable. Souvent, quand c'est simple, que l'idée est bonne, là, c'est incroyable. C'est ça qui est. Mm-hmm. Pour toi, c'est ça. Mm. Est-ce que évidemment, je connais pas assez bien ce milieu, est-ce que des maîtres de la scénographie sans contredit, des espèces de figures obligatoires à observer, c'est qui ces maîtres-là? Disons, le premier là, à avoir comme transformé vraiment c'était quoi la scénographie, c'est Joseph Svoboda, là, pour moi. Après. Svoboda? Oui, Svoboda. Ah, polonais? Oui. Et tu sais, qui a amené la scénographie à pas être juste une reproduction de la réalité, tu sais, qui a vraiment comme, qui a dit, non, mettre un soleil gigantesque ou et un étang avec une réflexion, ça va faire un super beau Péléas et Mélisande, tu sais, par exemple. Tu sais, fait qu'il a pas juste fait des choses très traditionnelles, architecturales et tout, il est allé vraiment dans l'immatériel, tu sais, on ne pouvait pas expliquer exactement ce qu'on voyait. Okay. Ou il était dans l'architecture, mais une architecture qui n'existe pas, tu sais, qui appartient plus au rêve et tout ça. Puis ils se sont vraiment donné, là, toute cette gang-là, il y avait Craig, Appia, en tout cas à cette époque. Puis je pense que ça a révolutionné ce que c'est que de faire de la scéno. Parce qu'on peut dire faire des décors, puis faire de la scénographie, puis c'est comme pas tout à fait la même chose. Tu sais. Le décor, pour moi, c'est... Mais faire le décor, c'est le fabriquer. La scénographie, c'est la réfléchir. La réfléchir, mais la scénographie, c'est le graphique de la scène. Tu sais, ça le dit dans le mot. Donc, c'est vraiment de voir, tu sais, est-ce que c'est très étroit en hauteur? Est-ce que c'est une descente? Est-ce que c'est très horizontal? Est-ce que c'est tout d'une couleur? Est-ce que, tu sais, il y a comme... La scénographie, c'est des gestes. C'est vraiment du graphique. C'est de l'architecture plus dans l'espace. C'est des volumes. Les vides, les pleins, tout ça. Tout ça doit se répondre. Ouais, OK. Le décor, c'est peut-être ce qui vient après pour moi. Habiller ça, la couleur, les textures, le style, etc., les matières. OK. Donc, je trouve que cette personne-là a comme marqué le monde de la scéno. Sinon, tu sais, au Québec, il y a Danielle Lévesque aussi qui est arrivée comme femme puis qui a, je trouve, fait des scénographies marquantes au Québec, au TNM, entre autres avec Lorraine Pintal. Tu sais, vraiment des... Pour moi, c'est une source d'inspiration. Puis aussi, il y a quand même peu de femmes, tu sais, en scéno. Ouais, fait qu'elle, pour moi, elle m'a vraiment inspirée, là. Quand j'étais à l'école, là, je me souviens de regarder son travail à la bibliothèque, dans les livres et tout, puis d'être très, très impressionnée. Ouais. Je me souviens, il y a longtemps, j'étais allé à la compagnie de disques Bon Sound. Oui. Tu sais, t'avais un local proche. Oui, j'avais un local, là, ouais. Puis une fois, j'étais allé à ton local.
Oui. J'étais là, on se connaissait pas vraiment beaucoup. Je pense que j'étais avec Pierre. Oui, aussi. Puis j'avais vu les petits montages, les maquettes qui traînaient ici et là, tout ça, tu sais, mais je traînais. C'était très ordonné, je m'excuse. Non, ça traînait un peu sûrement. Et tu me disais récemment que tout cet univers-là de maquettes tangibles, physiques, est un peu remplacé maintenant par justement des logiciels dans lesquels tu travailles. Ces logiciels, je présume, sont enseignés maintenant au cégep, est-ce que tu as étudié sûrement, probablement. Est-ce que tu trouves ça embêtant? Est-ce que tu aimes ça, travailler avec ça, ou tu t'ennuies de... Non, j'aime ça. Je m'ennuie un peu de la maquette physique. En même temps, tu sais, maintenant, dans le rythme auquel vont les projets, avec les outils qu'on a, les budgets qu'on a, c'est de plus en plus dur, je trouve, faire des maquettes. Puis c'est très, très long. Puis ça coûte cher. Tu sais, c'est un peu terre à terre ce que je dis, mais c'est remplacé par des outils qui sont un outil beaucoup plus exact aussi, parce que ça permet à l'éclairagiste d'intégrer sa lumière dans l'espace, puis tout de suite, on a une réponse assez fidèle à ce que ça va donner. Fait que pour le metteur en scène, c'est comme un petit pas d'avance. Ouais. La maquette, là où elle est intéressante, c'est que, comme elle est en 3D, évidemment, elle est facile à lire. Ouais. Puis elle démontre très, très bien c'est quoi la dynamique de l'espace. Ça, on le perd peut-être un peu avec les logiciels 3D. Oui, mais en même temps, est-ce que tu as expérimenté de voir un de tes ébauches en VR ou en affaires 3D? Oui, au cirque, on travaille souvent en VR. C'est cool. Oui, c'est très cool. Moi, je me suis perdue là-dedans. Je restais 1 heure dans le bureau avec ça. Quand quelqu'un m'a tapé sur l'épaule, j'étais très, très loin. J'étais là, qui me parle tout à coup dans mon décor. Ouais, hein. Mais c'était fascinant. Attends, t'étais dans ton décor en VR. Oui, je restais là 1 heure là, à me balader puis à essayer tous les sièges. Parce que tu peux dire, je vais essayer le siège, je sais pas moi, 86 de la rangée M. Là, tu fais l'observer. Puis là, t'as exactement le point de vue, mais tu peux tourner ta tête puis vraiment filer ce que ça va être pour le spectateur. Fait que c'est un outil incroyable, le VR. T'as-tu un casque chez vous? Non. Mais je travaille avec des dessinateurs qui, eux, en ont un. Fait que quand c'est prêt, j'y vais, je m'assois, je regarde mes décors en VR. Puis ça doit être je corrige ensuite parce que vraiment, c'est un outil assez exact. Mais moi, je pense que bientôt, ça va être ça en plus. Mais là, on est en pleine ascension, mais tu sais, bientôt, tu vas pouvoir probablement corriger en étant dans le VR. Tu sais, on s'approche de ça. Là. On s'approche de ça. C'est vraiment ça. Tout à fait, avec l'intelligence. Tu vas être là, tu vas faire un petit coup de doigt, puis là, on va diminuer ça, on va grandir ça. Ah, oui. Ça va être fou, là. Ça va être fou. Mais c'est vrai que c'est de plus en plus efficace. Tu sais, les logiciels, franchement, ça nous... Moi, j'adore. Mais je trouve ça fascinant parce que c'est vraiment, on a la preuve ici que c'est un art qui va beaucoup changer. Oui, complètement. Qui n'a pas terminé d'évoluer. Non. Selon toi, c'est quoi les gros changements qui s'en viennent? Là, on vient d'en énumérer un. Là, oui, je travaille sur un projet en ce moment qui est complètement en VR. Donc, moi, je suis en train de designer un décor qui n'existera jamais en physique, excepté certaines clés. Okay. Où on veut quand même du tactile, où on veut pouvoir diriger les gens, on veut que quand ils marchent sur un sol, la texture du sol match ce qu'on va créer en VR. Donc ça, c'est comme pour moi une expérience complètement différente, évidemment. Ben oui. Puis ça recoupe un peu la direction artistique, ce que je peux faire en cinéma. Donc c'est vraiment comme une espèce de rencontre tout à coup entre le travail plus en cinéma puis le travail concret que je fais en théâtre. Fait que c'est super intéressant. Ben oui, je trouve ça j'apprends énormément. Puis tu risques d'avoir des contrats de la sorte de plus en plus, probablement, je présume. Ben j'espère, parce que, tu sais, ça, j'ai travaillé sur un projet en développement, on ne sait pas si ça va exister encore, mais avec Félix et Paul, le studio de VR, puis ils font des choses tellement incroyables. C'était vraiment un univers, là, que moi je découvre, là, qui est en évolution. T'étais-tu là celui de les fameuses bibliothèques de Robert Lepage? Oui. Tu sais, ça fait un bout déjà, puis c'était déjà top, là. Ça fonctionnait. C'est un super exemple de la rencontre entre, tu sais, il y avait quand même tout un espace physique qui te met dans un sas, dans une capsule, qui te fait voyager dans le temps, tout ça, mais c'est encore là, c'est un rapport au décor qui est complètement différent. T'es pas assis dans une salle. Non. Tu sais, tout ce code-là est à transformer. Puis je pense que les gens, c'est ce qu'ils vont chercher de plus en plus aussi, parce que c'est tellement possible de faire plein de choses depuis chez soi.
que c'est cette idée de se déplacer pour aller expérimenter un espace virtuel combiné de quelque chose de physique. Mais alors, on s'en va là. Je pense que ça va être... Moi, je lisais, en tout cas, c'est peut-être un peu weird, là, où est-ce que je m'en vais avec ça, mais je lisais justement qu'une des industries du VR qui travaille le plus fort, c'est dans le milieu de la pornographie. Où est-ce qu'ils essayent, ils prédisent que ça risque de faire diminuer la prostitution parce que les gens vont maintenant avoir des sensations tactiles super élevées dans lesquelles tu vas pouvoir dessiner ton propre film VR qui aura aucun maudit bon sens. Puis c'est une industrie dans laquelle il y a des millions de dollars. Il y avait un magazine, c'est Time Magazine qui écrivait là-dessus dernièrement. Mais écoute, il y a un show de théâtre qu'on a fait avec Catherine Vidal il y a quelques mois qui s'appelle Inframonde. Inframonde, OK. Puis c'est vraiment ça le sujet. C'est super intéressant parce que ça challenge. Sur la sexualité et... pornographie VR, tout cet univers. Ça se passe un petit peu dans un futur proche, on va dire. Puis toutes les questions que ça soulève au niveau éthique et tout ça, c'était très, très intéressant. Non, ça va soulever beaucoup de questions. Éthiquement, ça va être un peu weird. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer avec ça. Mais en même temps, c'est excitant. Tu sais, c'est de tout l'aspect futuriste. J'en parlais il y a pas si longtemps avec d'autres personnes, tu sais, sur le monde VR, sur le fait que maintenant tu peux acheter des maisons, tu sais, sur le méta. Ouais, ça c'est complètement fou. C'est pas des affaires qui sont cool, là? Je sais pas trop. Tu sais, tu pourrais t'acheter ta maison, la décorer. Regarde, ça s'adresse un peu beaucoup à ton univers, là. Ouais. Tu sais, tu pourrais avoir ton terrain, t'as des voisins, tu sais, il y a comme tu peux acheter dans un certain quartier, dans certains univers, mais là, t'arrives là, puis là, tu sais, après, tu m'invites, tu sais, je mets mon casque VR, là, tu me fais bien, je vais te montrer la maison, j'ai fait ça. Ouais, mais je comprends. Moi, je suis tellement pas dans tout ce qui s'approche du jeu vidéo m'intéresse très peu, je dois admettre. Tu joues pas? Vraiment pas. Moi non plus. Non. Je suis vraiment pas attirée par ça. Mais peut-être que si ça passait par le design d'une maison, peut-être. Si c'est le design de ma maison que je décore à ma façon. Mais en même temps, j'en ai assez avec ma vraie maison à continuer à peaufiner tout ça. Tu sais, ça me plaît pas terminé, tellement. Hein? Ben, tu sais, ça va jamais être terminé. Là. C'est un projet. Tu sais, tant mieux. Je veux pas que ça soit terminé. J'aime trop ça. Ah ouais? Mm-hmm. Le temps file. Ben oui. Est-ce qu'on pourrait ensemble aller? Je suis curieux parce que là, je t'ai demandé de faire une prescription et écoute, t'es arrivé ici. Il y a pas beaucoup de gens qui font ça, mais t'es arrivé avec un sac d'objets. Oui. Ça, je trouve ça vraiment cool. Je me suis baladée chez moi. Okay. Je me suis dit un peu comme, c'est quoi les objets, les livres, les films qui me... Parce que j'ai beaucoup de livres. Je suis vraiment j'adore les livres d'art, les romans, tout ça. J'ai beaucoup d'objets qui me tiennent à cœur. Puis je me suis dit que j'en ai amené quelques-uns. OK, ben oui. Présente-moi ça. Oui, je commence par ça. Ça, c'est mon roman préféré. C'est La détresse et l'enchantement de Gabrielle Roy. OK, oui. Je trouve ça magnifique. Puis, je recommande pour la prescription de lire ça à voix haute. À voix haute? Ouais. Lis-tu souvent à voix haute? Oui. OK. Oui. Ça change tout. Les phrases sont tellement belles. On dirait que c'est toutes des perles. C'est vraiment évidemment, moi, bien de Gabrielle Roy, il y a le fameux classique qu'on a tous lu là, pour l'école, mais tu sais, celui-là, je le connais même c'est sa vie, en fait. C'est vraiment... ça finit d'ailleurs un peu abrupt parce qu'elle n'a pas eu le temps de terminer l'écriture. De compléter. Ouais. Mais c'est magnifique. Comment ça parle souvent... du Québec, ça parle de l'Europe, ça parle de ce que c'est être une femme à cette époque. Wow. Mais moi, c'est très beau. J'aime bien cette phrase qui est sur la couverture. Comment, si souvent malheureux, pouvions-nous aussi être tellement heureux? Oui, il y a beaucoup de mélancolie dans ce livre, mais c'est magnifique. OK. Vraiment excellent. très beau. C'est noté, la détresse et l'enchantement. Oui. Super. Sinon, j'aime beaucoup la poésie de Marjolaine Beauchamp. OK, je connais pas. Au Plexus, celui-là que j'ai amené, mais j'en ai d'autres aussi. J'aime beaucoup cette fille. Elle est d'ici? Oui. OK. Tu la connais? Oui. OK. Oui. Amie, proche? Non, pas une amie, mais quelqu'un que, je sais pas, j'aime beaucoup son travail, j'aime son jet, ça ressemble presque à du slam. Ah oui, je trouve ça très brut.
Ah. Puis c'est assez... Ah non, mais c'est court. C'est quand même ça... puis il y a des petits sujets un peu hard aussi. Oui. Par moment. Ouais. Je vais te voir un peu un poème qui s'appelle Cocaïne. Alors, je présume que ça doit brasser un peu. La famille Adams, oh mon Dieu, OK, il y a toutes sortes, ça va dans toutes sortes de directions, là. Ouais. Et elle a plusieurs recueils? Oui. OK. Il y en a quelques-uns. Tu t'es déjà allé la voir lire ou? Oui, elle avait fait un texte. En fait, je l'ai découverte comme ça. C'était un show. Mon Dieu, j'oublie le nom, mais la thématique, c'était le fleuve Saint-Laurent. C'était toutes des filles qui ont écrit des textes, puis elle en faisait partie. J'en lire un. Il y a un poème qui s'appelle À matin. Le vent souffle si fort que j'ai vissé la vaisselle sur la table. Le moment présent m'attend au bout de la semaine. Je la vois très bien, c'est imagé. Exact, c'est très imagé. C'est très cool. Moi, je vois tout dans ma tête. Là. Quand je lis, j'imagine tout. C'est vraiment un exercice de visualisation. Donc, c'est Marjolaine Beauchamp au Plexus et elle en a quelques-uns déjà. Oui. Et c'est sous les éditions L'Écrou. Oui. Voilà. Cool. Ah, après ça, j'ai ça que je peux pas passer par-dessus. Oh, oui! Les saumons de la métisse, Christine Beaulieu, Caroline Lavergne. Caroline est venue ici. Je sais, mais oui. Ben du fun. Attends, elle t'a fait une dédicace, je présume? Oui, ben oui. Comme elle est ici, qu'elle est capable de faire. J'adore leurs livres, c'est comme... Ouais. Je sais que là, Noël sera passé, mais c'est un magnifique cadeau à offrir pour toute la famille. Là, c'est bien illustré, le sujet est intéressant, c'est sensible, c'est poétique. Non, c'est vraiment beau. J'étais supposé de voir Christine ici, mais c'est toujours un peu compliqué des fois les rencontres, on peut pas tout le temps se voir, mais je me lance comme pari de la voir pour venir justement discuter de ce bouquin. Ben, il faut. C'est tellement un beau projet. Ouais. Elle est bonne, hein, Caroline? Caroline est super. Elle m'a dessiné. Je suis là dans ce livre. Je suis vraiment flattée. Là, j'en reviens pas d'être dans un livre. Dedans. Et oui, parce que j'ai travaillé avec Christine sur ce projet. Ah! Donc, c'est quoi que tu as fait exactement? Donc, j'ai travaillé sur l'installation qui a été créée à la base par Pierre Thibault, l'architecte, au Jardin de Métis. Okay. Donc, Pierre a lancé l'invitation à 5 ou 4 artistes cette année-là de venir investir ce lieu-là avec un spectacle de leur choix, une vraie carte blanche. C'était la beauté de cette invitation-là, une vraie carte blanche avec aucun compte à rendre, juste allez-y. C'est assez rare, non? C'est très, très rare, en fait. Okay. Je pense que souvent on utilise ce thème-là, mais c'est rarement respecté autant. Mais le thème exactement. Donc, c'était vraiment extraordinaire. Christine et moi, on est partis en voiture. On s'était pas vu depuis longtemps. On a parlé pendant 7 heures, toute la ride jusqu'à Métis. Wow. Puis le show s'est fait là-bas. Donc, OK. Et toi, moi, tu j'ai habillé. Moi, je suis là. Je pêche sur le dessus. Tu pêches? Ben, c'était du décor, hein. Mais... Tu pêches-tu dans la vie? Non, pas encore, mais je veux. Je veux. Je suis pas capable de pêcher. Je suis pas capable de faire toutes ces affaires-là. Aïe. J'aimerais essayer. Ah, c'est bien, ça te ressemble. Je veux tout essayer. Les lunettes. Oui, c'est ça. Ouais, je te reconnais. Fait que ce livre-là, vraiment... cool. Très... Ouais, il est très beau, très joli. Ouais. J'aime ça. Ça, d'ailleurs, en parlant de Pierre Thibault. Oui. Habiter en beauté. Ah. Puis, et si la beauté rendait heureux, c'est deux recueils. Avec Catherine, oui, je me rappelle de ça. C'est magnifique, c'est vraiment intéressant. Celui-là, je ne l'ai pas lu encore. OK. Mais c'est comme mon cadeau de moi à moi pour les fêtes. OK. Je vais lire ça. Mais il est sorti quand, ce livre-là? Il est sorti... Ça fait pas très longtemps, je pense en novembre. Ouais. Oui, Catherine était venue ici en parler de ce projet, puis tout ça, puis elle était... Vous connaissez déjà tout ça, là, mais en tout cas... non, mais je ne l'ai pas lu, là. Je me suis pas embarqué là-dedans. C'est vraiment une belle lecture. Puis le précédent aussi, et si la beauté rendait heureux, c'est magnifique. Ouais. Je l'ai lu L'inspiration, ça, cher Pierre Thibault, pour toi? Vraiment. Okay. J'adore ce qu'il fait, le résultat, mais aussi sa démarche, tu sais, comment il ouvre. Il y a toujours plein de créateurs et de concepteurs autour de lui. C'est toujours très riche. Tout le lien avec les jardins de Métis aussi. D'ailleurs, si j'avais à parler d'un resto, je pense que je devrais parler de ce resto-là, le resto des jardins de Métis. Oui. Dans la Villa Estevan. C'est très bon, c'est magnifique, c'est un arrêt à faire absolument. Là. Ouais. Quand tu travailles sur un projet, est-ce qu'il t'arrive d'avoir besoin d'une certaine
d'un recueil extérieur, d'un œil extérieur ou encore d'une certaine approbation quand tu baignes un peu dans le doute? Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de toi qui est une sorte de guide? Oui. Ben, est-ce qu'on peut nommer cette personne? Non, mais je le fais tellement en équipe que c'est vraiment l'équipe. C'est-à-dire que... Mais non, mais j'aurais pensé peut-être quelqu'un vraiment qui t'a aidé pendant toutes ces années-là et qui t'aide encore, je me demandais. Peut-être des fois un mentor. Ouais. C'est pas vraiment mentor, mais j'ai une amie qui s'appelle Marilyn Bastien, qui est scénographe aussi. Mais oui, je pense que je la connais. Ben oui. Oui. Marilyn Bastien, qui est scénographe, qui fait aussi du costume. C'est ça. Pour moi, là, je trouve que c'est comme la meilleure scénographe au monde. Moi, je la trouve tellement bonne. OK. Que je me souviens d'avoir été bloquée parfois sur certaines idées. OK. Puis c'est elle que j'ai appelée. OK, pour avoir... Oui, pour moi, c'est la personne. On dirait que son esprit est tellement intelligent là, pour comprendre ce que c'est l'espace, la scéno, tout maîtriser ça. C'est vraiment quelqu'un d'intéressant. Oui. Puis à découvrir son travail. Puis elle est très drôle. Ouais. Moi, j'ai eu la chance aussi de travailler quelques fois avec elle, puis elle est vraiment, en plus, une personne agréable. Vraiment, c'est une ça, c'est le fun, personne. C'est le fun, quelqu'un comme ça. Ah, OK, cool. Ouais. Tu vois, c'est sûr que vous connaissiez, mais je savais pas qu'il y avait cette relation entre vous deux. As-tu d'autres choses? Oui. J'ai Le Météore. OK. Ça, c'est film. François Delisle. François Delisle, OK. Fait que tout le travail de François Delisle, moi, mettons, en cinéma, j'ai envie de parler de lui parce que c'est vraiment un cinéaste intéressant avec des films, des sujets complètement atypiques. C'est quand même ça peut être assez sombre, mais il y a quand même une poésie puis une lumière puis des images tellement... Mais il s'était fait un livre avec ça. Oui. C'est un film assez particulier où les acteurs qu'on voit à l'image... on les entend pas, c'est la voix de d'autres acteurs par-dessus. Donc, il y a comme une double interprétation d'une certaine manière. OK. Puis, on vient de travailler sur un prochain projet. Je sais que c'est un titre de travail, donc je sais pas encore ce sera quoi le titre, mais ça s'appelle Le Temps pour l'instant. OK. Puis, ça va sortir bientôt. OK. Puis toi, tu participes aussi à ça? J'ai travaillé plusieurs fois avec François, c'est vraiment un collaborateur. OK. Il est beau, de plusieurs projets, puis... Wow. Cool. Le Météore. Oui, mais tout il est disponible, hein? On peut se le procurer. Oui. Là. OK. Oui. Je l'ai pas vu, mais je sais c'est qui, mais j'ai pris. OK. Cool. Parce qu'en cinéma, je me disais, moi, c'est sûr que je suis une grande fan de... On t'a déjà proposé des rôles, non? Même si tu voulais pas. Des rôles... Mais genre, on t'a jamais demandé, la caméra, je suis certain que les gens t'ont déjà gossé pour ça, non? Non. Mais ma grand-mère, ce qui est très drôle, c'est qu'elle me disait, à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui sortait, un film, un clip, elle me disait, est-ce que ton nom va être dans le générique? Puis je disais, oui, je pense bien. T'sais. Elle me disait, lâche pas, un jour, tu vas être à l'écran. Parce qu'elle a pensé que je faisais ça en attendant. Là, être en arrière, là, pour elle, c'était comme, c'était vraiment en attendant que quelqu'un m'offre enfin d'être devant la caméra. Mais je pense que les gens qui me connaissent savent que ça serait pas pour moi, là, honnêtement. Là. Je pense pas avoir ce talent-là. Ouais. OK. Et puis là, je vois ton livre Hayao Miyazaki. Oui, c'est ça. Je suis allée voir Le Garçon et le héros. Je suis pas allée encore. C'est beau. C'est bon? Moi, j'ai adoré ça. OK. Ouais. C'est le plus fantasque pour moi. C'est vraiment... Ben, ça semble dans... Oui, ben, peut-être que c'est parce que c'est le dernier que j'ai regardé. Chihiro? Ça, c'était quand même pas pire fantasque. C'est vrai. Ben, moi, je trouve qu'il ressemble un petit peu... Il ressemble à... Mon préféré, c'est Le Château ambulant. Puis j'ai trouvé que, je sais pas, je me retrouvais là-dedans. J'ai trouvé ça super beau. T'es as-tu tout vu? Probablement pas, mais... moi, je les ai tous à la maison. Il y avait un club vidéo qui fermait. Puis, écoute, la veille qu'ils vendaient tout le matériel, je parle au propriétaire. Je fais en passant. Il dit, il faut que tu te lèves tôt, mais je fais, avec mes enfants, tout ça. Il dit, garde. Il dit, prends-les toutes. Puis, il m'a fait un prix, genre 50$. Écoute, je les ai tous en DVD, en Blu-ray, là, c'était écœurant. Puis, je les ai surécoutés avec mes enfants. Mais oui. C'est un univers de fun. Moi, j'aime bien Pogno. Je peux pas m'empêcher. Pogno, c'est comme un... J'ai pas vu ça, là. Oh, t'as pas vu Pogno? Non. Oh, OK. Bon, mais fais-moi une prescription. Non, mais Pogno, qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est tellement...
Tu sais, là, qui disent que... Je pense que d'ailleurs, dans Pogno, ils doivent l'indiquer au début du film que c'est comme une fabulation ou une inspiration de La Petite Sirène. Il y a quelque chose qui est quelque chose qui est similaire à ça. Wow. Mais qui est plus fun, en fait. Tu sais, c'est plus un petit garçon qui est avec sa mère et son père qui travaille sur les eaux au loin, puis qui est jamais là, puis la mère est un peu écœurée, tout ça. Mais eux, ils habitent sur le bord de l'eau, puis un jour, il y a cette espèce de petit poisson qui est tanné de vivre sous l'emprise, parce qu'il y a un monde marin, et ce petit poisson est tanné de vivre en tant que poisson sous les ordres de son père, qui est une espèce d'homme marin bizarre, puis Pogno, c'est le poisson, décide de quitter et prend une espèce de poisson qui la transforme tranquillement en humain et rencontre ce petit garçon-là. Donc, c'est une histoire d'amour entre deux enfants. Et dont une petite fille qui est un poisson. C'est vraiment... Ah, ben, je regarde. C'est tellement trippant. Puis je te dis, la nourriture là-dedans, après, tu vas aller te cuisiner qu'est-ce qu'ils mangent. Je te dis pas qu'est-ce qu'ils mangent. Tu vas les regarder manger, tu vas faut que je mange ça, ça a l'air trop. Puis la musique, il y a quelque chose de complètement étourdissant là-dedans, c'est qu'il prend du Wagner, qui est très dramatique, immense, qui est toujours en mode mineur. Donc, on va le dire, c'est quand même la musique que Hitler prenait, qui faisait jouer justement sur les camps de concentration pour aller faire des attaques. Mais ils prennent la musique de Wagner et la réharmonisent en majeur. Alors tout d'un coup, ça devient lumineux. C'est la même musique, mais ils changent. Ils manient tout ça, puis tout d'un coup, ça devient quelque chose de grandiose et d'une beauté extraordinaire qui accompagne les vagues. C'est ingénieux. OK, mais là, tu me donnes vraiment le goût. Ah non, Pogno, là, écoute, les vacances, là, tu t'installes une bonne couverte Pogno et c'est parti, là. Un peu de Pierre Thibault et de Miyazaki. Mais excellent. Hey! Voilà. Ça s'est bien passé, n'est-ce pas? C'était cool. Je pense que oui. C'était super. J'espère que ce sera intéressant. Merci tellement de m'avoir invité. Est-ce qu'il y a des projets que tu peux annoncer au cours de 2024 qu'on pourra aller observer? Oui, il y en a un qu'il faut absolument que vous alliez voir. Sure. Moi, je me suis mis en danger là, sur ce projet-là complètement. Oh, God! Oui, j'ai vraiment fait quelque chose un projet super organique auquel, en tout cas, il y a vraiment... C'est très osé, je trouve. Ben là. On verra. OK. C'est à Espace Go. OK. Ça commence le 17 janvier. OK. C'est le show de Mélanie Demers, Franny Holder et Sophie Cadieux. OK. Fait que ça va être en danse, en musique, en théâtre, en poésie surtout. C'est super atypique. Affaires intérieures. T'es là-dedans en ce moment. Là. Je suis là-dedans en ce moment, en montage. OK. Puis c'est de la sculpture. C'est assez différent de ce que je fais habituellement. Puis c'est comme ça fait du bien. OK. Pour moi, là, en tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ce que les gens vont en penser et qu'est-ce qu'ils vont recevoir de ça. Mais ça m'a fait vraiment du bien de prendre cette piste-là qui est comme plus dans l'inconnu par rapport à mon esthétique habituelle. OK. Ben là, on va aller voir ça, ce show-là. Ben oui. Tout simplement. En plus, ça commence tout ça en janvier. Je vous encourage. Excellent. Ben, écoute, merci énormément. C'était un plaisir de discuter. Et à bientôt. À bientôt. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.